مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir, heureux d'être avec vous une nouvelle fois. Ce soir, nous allons parler philosophie, démocratie, roman, théâtre et cinéma. La philosophie avec un penseur du temps, c'est Marcel Gauchet qui signe La condition politique chez Gallimard. Le roman, mais bien d'autres choses, puisque dans ce premier roman de Blandine Lecallet, publié chez Stock, il y a aussi tous ces thèmes de recherche, notamment la monstruosité dans les sociétés contemporaines. Deuxième partie de cette émission, Isabelle Janier, elle est auteure, elle est comédienne et elle interprète actuellement Grain de sable. Film, enfin, avec La trahison. Nous sommes en Algérie, c'est en 1960, un film adapté du texte autobiographique de Claude Sall, film de Philippe Faucon que nous recevrons tout à l'heure. Bien sûr, il y a également de la musique dans cette émission avec Ophélie Gaillard, Nathalie Natiambe et Anna Hiernaud. Manière de voir, pour commencer cette émission, l'un écoute ce que dit l'autre et vice-versa. On va commencer avec vous, Blandine Lecallet, et on va commencer avec Pièce montée, qui est un premier roman. Et en le lisant et en redécouvrant Rome et ses monstres, qui est un précédent travail que vous avez fait sur l'un de vos thèmes de recherche, je me disais que dans ce livre, dans ce premier roman, qui est un bonbon acidulé, il y avait quelques-uns des thèmes fondamentaux qui étaient dans votre recherche. Un mot sur l'histoire de ce roman. Vous avez attendu l'âge de 35 ans pour oser aller déposer un manuscrit chez un éditeur. Pour l'anecdote, comment se fait l'histoire du dépôt chez l'éditeur ? Écoutez, fort simplement, hein, je suis partie avec mon petit sac de voyage rempli de manuscrits et j'ai fait la tournée de quelques éditeurs. J'ai poussé la porte de Stock un jeudi matin, enfin en fin de matinée. J'ai déposé mon manuscrit sur une pile déjà haute à l'intention de Jean-Marc Roberts. Et puis en partant, je me suis dit que ça avait très peu de chances de marcher, que probablement jamais je remettrais les pieds dans cette maison. Et puis à 5h30 le soir, Jean-Marc Roberts s'appelait. Voilà, ça s'est passé de façon presque miraculeuse en fait pour moi. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Vous êtes croyante ? Non, je ne suis pas croyante, je suis agnostique. Miraculeuse. Au-delà de cette anecdote et pour fixer quelques repères biographiques, vous êtes professeur d'université, vous êtes professeur de latin. Je suis maître de conférence, la hiérarchie a son importance. Vous allez y arriver. Peut-être. Comment passe-t-on du latin et de la recherche, on y viendra tout à l'heure, à ce qui est peut-être plus ludique, mais qui est aussi, semble-t-il, extrêmement fondamental dans votre vie, puisque vous dites que dès l'âge de 10 ans, vous aviez ce besoin d'écrire. Alors en fait, je ne suis pas passée du latin à l'écriture, mais plutôt de la littérature au latin. C'est-à-dire que ce qui m'a menée au latin à l'origine, c'est la passion pour la mythologie, les contes, pour la littérature antique que j'ai découvert assez tôt, assez petite, au moins sous forme de version enfantine. Mais enfin, il y avait cet univers littéraire et culturel qui m'a conduite au latin, puis à la philosophie ancienne et à la recherche. Et si vous voulez, j'ai toujours cherché à concilier dans mon existence tout ce qui me tenait profondément à cœur. Et c'est vrai que du coup, c'est organisé un va-et-vient incessant entre mes thèmes de prédilection d'écriture et puis mon thème de recherche. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait, si vous voulez. Ça forme un tout dans mon existence. Voilà. Pourquoi vous sentiez-vous légitimé à écrire des essais et pas légitimé forcément avant la quarantaine approchant pour oser un roman ? Oui, écoutez,
d'abord, l'essai, je l'ai écrit par nécessité, c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille, il fallait que j'achève une thèse pour avoir un poste à l'université, donc nécessité faisant loi. J'ai écrit ma thèse que j'ai ensuite publiée, enfin là, c'en est la première partie. Et l'écriture, je pense que c'est une démarche artistique et je ne me sentais pas de légitimité, enfin, j'avais pas encore assez de confiance en moi et d'assurance, de légitimité en quelque sorte pour écrire un roman. Donc il y avait des bouts de romans partout dans mes tiroirs, mais jamais rien de terminé. Et puis là, je crois que c'est l'anniversaire des 35 ans qui a déterminé, c'était un passage symbolique. Je me suis dit, il faut oser cette fois-ci. Vous êtes agnostique, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et votre thème dans une pièce montée, c'est le mariage. Mmh. Et un regard critique, acidulé, je le disais tout à l'heure, en tout cas une déstructuration de cette institution aujourd'hui Je n'ai pas un point de vue aussi, aussi contestataire que ça, si vous voulez. Ce que j'ai voulu mettre en évidence dans ce roman, c'est peut-être la comédie qu'on se joue à soi-même lorsque on part dans les grands mots, finalement, l'engagement définitif, l'amour toujours, et que tout ça est très fragile. Et donc j'ai essayé de mettre en évidence ce décalage entre cette apparence du bonheur qu'on met en scène et puis tout ce qui le ronge et tout ce qui le mine dans l'existence. Mais je ne suis pas du tout une contestataire, je n'ai absolument rien contre l'institution du mariage. Simplement, je me moque et je prends un peu de distance contre toute cette mise en scène, parfois un peu forcée, de l'engagement, des sentiments amoureux, qui ne sont sûrement pas aussi solides que ce que cette institution voudrait nous faire croire quelque part. Voilà. Je voudrais vous faire, avant d'aller plus avant dans votre livre, je voudrais vous faire regarder un extrait de Festen, qui est, alors là, sans doute l'aboutissement de la destruction du mariage ou de la famille. Festen, c'est Fête de famille, c'est écrit et réalisé par Thomas Winterberg, prix spécial du jury Cannes 98. On est au Danemark, dans les années 80, et il y a une fête de famille où tout se dit de ce qui a été occulté, y compris le pire. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjente noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kære små. Ja. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer, vinter, forår, efterår, morgen og aftenen. Og det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Voilà, le patriarche pour ses 60 ans est détruit en vol par le témoignage de ce qu'il a fait. La différence avec votre livre, c'est que entre Festen et votre livre, il y a une limite que vous ne franchissez jamais, mais on sent qu'il y a la possibilité et que derrière ces différents portraits que vous faites de gens qui assistent à un mariage, on peut sentir aussi cette horreur que révèle Festen. Est-ce qu'il y a une volonté de vous arrêter avant ? Oui. Alors, je l'ai peut-être franchi avec le chapitre sur Marie, la sœur célibataire. J'avais tout de même envie de grignoter un petit peu les frontières avec ce personnage-là. Mais ma volonté dans ce roman, c'était de faire sentir tout ce qui, dans la famille traditionnelle, peut être névrotique ou enfin, occasion de souffrance, sans tomber dans le spectaculaire. C'est-à-dire que il ne s'est rien passé de dramatique dans cette famille. Je n'ai pas du tout voulu aborder des thèmes comme l'inceste, enfin des choses aussi graves que les thèmes abordés dans Festen, par exemple. C'est une famille qui reste ordinaire, à mon avis, où les blessures restent ordinaires. Et donc, je n'ai pas voulu faire voler en éclats cette famille par des révélations incroyables. Non.
j'ai uniquement, je vous dis, grignoté la frontière dans le chapitre sur Marie, où il se produit quelque chose qui peut-être va avoir des conséquences importantes, au moins pour le personnage de Marie, mais je n'ai pas voulu l'aborder plus que ça. La pulpe de ses doigts presse la bordure de paille et toutes les rancœurs, toutes les déceptions de la journée lui montent dans la gorge, au bord des lèvres, comme une nausée longtemps réprimée. L'examen hautain de sa mère, le rire condescendant de Laurence, les sarcasmes d'Alexandre, sa déception, sa solitude, l'envie de rentrer sur le champ à Paris, les petites larmes séchées en douce dans la voiture. Décidément, ma chérie, plus tu fais d'efforts, moins c'est réussi. Rien que d'y penser, elle redevient une petite fille au bord des larmes. Alors soudain, sa décision est prise. Elle saisit le chapeau et s'encoiffe. Elle se lève et dit « oui ». Un oui ferme et déterminé qui balaie à lui seul tous les démons de la tristesse. Un oui qui la rend à elle-même. Agnès se lève à son tour, sans un mot, la prend par la main, la conduit sur la piste. Elles savent qu'elles se souviendront toute leur vie de ce qu'elles s'apprêtent à faire. Dans quelques instants, l'ambiance feutrée de cette soirée de fête va changer. Pour elles, cela risque d'être pénible. Elles se font face, se regardent avec gravité. Elles s'enlacent et se mettent à danser. Marie ferme les yeux pour oublier le regard des autres et ne penser qu'au plaisir de se fondre dans la douceur du slow. Elle pose ses lèvres sur celles d'Agnès et sent sa bouche, vivante et chaude, qui répond au baiser. Ça s'appelle un outing. C'est un outing. C'est pas forcément le lieu, mais c'est un outing. C'est justement pour ça que je lui ai fait faire ça. J'ai longtemps hésité sur la fin de ce chapitre, pour tout vous dire. J'ai longtemps hésité, je me suis dit non, il ne faut pas qu'elle le fasse. Et puis quelque part, je me suis dit que... Il faut être moderne un peu. Non, mais c'est même pas la question d'être moderne ou d'être à la mode. Mais je me suis dit, ça va déranger un peu. Et c'est pour ça qu'il faut que je le fasse, tout simplement. Parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas osé le faire. Et que finalement, peut-être qu'ils auraient dû. Autre personnage, au-delà de Marie qui assume son homosexualité, le prêtre. Le prêtre qui bâcle sa messe. Et le prêtre qui sent sur son épaule la main de Satan. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Ça, c'est dans les textes. À ce moment, il entend distinctement résonner la cymbale. Son cœur se glace et bat plus sourdement. L'autre est là, tout près, dans le cœur. L'autre s'invite pour célébrer le mariage avec lui. Il prie Dieu de toutes ses forces pour sentir la chaleur de son amour. Il prie Dieu que l'autre s'en aille. Il regarde l'assistance avec désespoir, comme pour chercher de l'aide dans un sourire, un regard, le visage d'un de ses frères humains, mais eux ne le voient pas. Ils n'ont Dieu que pour la jeune femme élégante qui lit avec une diction parfaite la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ou bien ils regardent ailleurs. De lui, personne ne se soucie, personne n'est là pour lui, il a froid, il voudrait qu'on le réchauffe, et Dieu ne répond pas à son appel. Personnage de prêtre aussi... on l'imagine dans sa solitude absolue, abandonné de Dieu. Ce personnage arrive dans cette histoire. Est-ce que vous l'avez inventé, ce personnage ? Je l'ai à moitié inventé, c'est-à-dire que j'ai côtoyé beaucoup de prêtres. Enfin, j'ai reçu une éducation catholique, donc j'ai côtoyé pas mal de prêtres. Et j'ai senti chez certains un désespoir vraiment profond devant ce qu'on peut appeler vraiment la désertion des églises, l'aridité du sacerdoce, une espèce de fond dépressif contre lequel il luttait, avec courage, enfin avec dignité. Et j'ai assisté un jour à un mariage presque surréaliste où la messe a été totalement bâclée. J'ai compris après, par les confidences de la mariée, que le mariage avait été préparé avec beaucoup de légèreté par les fiancés et qu'il y avait eu vengeance du prêtre. Donc j'ai mis bout à bout ces petites expériences en imaginant ce personnage, si vous voulez, où la messe allait être bâclée au-delà du ressentiment envers les deux mariés. Il y avait vraiment l'idée d'un désespoir, d'un abandon. Et j'ai écrit ce chapitre, je l'ai écrit à la fois pour les croyants et les non-croyants, c'est-à-dire que qui croit peut voir dans l'autre l'arrivée du diable qui vient troubler la cérémonie, et qui ne croit pas voit dans l'autre tout simplement l'incarnation des démons intérieurs du prêtre. Voilà. On va parler de Rome et de ses monstres, mais je fais la jonction avec votre livre. Il y a une enfant mongolienne
dans votre livre, et très rapidement dans la première scène du placement à l'église, quand la famille ou les familles assistent au mariage de Bérengère et Vincent, cette petite fille apparaît. Et vous posez une question qui vous tourmente par ailleurs, c'est où mettons le monstre dans la société? La petite fille dit oui et rigole. Elle a une voix bizarre et n'arrête pas de tirer la langue. On voit bien que ce n'est pas pour être impolie, mais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Lorsqu'elle sort la langue, elle tend un peu le cou, comme si elle voulait dire quelque chose sans y parvenir. Pauline se sent très mal à l'aise. La petite fille lui sourit. Elle tient, elle aussi, un bouquet qu'elle tripote et approche de son nez pour respirer les fleurs. Pauline se force à sourire pour être gentille. La petite fille lui prend la main, un peu brusquement, et la serre. Elle dit « Je suis contente. Comment tu t'appelles » Elle parle très fort, d'une voix rauque. Pauline répond à voix basse « Je m'appelle Pauline ». Elles sont belles nos robes, tu trouves pas? Oui, on est très belles pour le mariage de Vincent. Elle se sourit. Pauline n'ose pas retirer sa main, que la petite fille ne veut pas lâcher. Elle reste un long moment, main dans la main, à contempler l'église. Et à ce moment-là apparaît la sœur de la mariée. Et la sœur de la mariée réorganise le premier rang, puisque cette enfant mongolienne est au premier rang. Et la sœur de la mariée a décidé qu'il ne fallait pas qu'elle aille sur la photo. Un peu plus loin dans le texte, on a mis les petits devant pour qu'on les voit mieux sur la photo. Laurence s'approche, elle dit au monsieur « Attendez ». Elle se penche vers la petite fille avec un grand sourire. « Viens ma chérie ». Elle la prend par la main, doucement, et l'oblige à quitter sa place. Elle fait lever Augustin du deuxième rang et lui demande de s'installer à côté de Pauline. Puis elle assied la petite fille derrière à la place d'Augustin. « Tu seras bien ici ma chérie ». Pauline chuchote. « Mais Laurence, elle va rien voir du tout si tu la mets là ». Laurence lui lance un drôle de regard, puis se tourne vers le monsieur qui prend les photos. « Allez-y, vous pouvez continuer ». Terrible scène. Oui, terrible, mais presque ordinaire. Enfin, j'ai voulu que la violence soit très larvée, très douce, très enrubannée, puisque Laurence est quelqu'un de très élégant. Et à mon avis, pas si fausse que ça. Enfin, je veux dire, pas assez bien. Enfin, je sais que ça s'est produit déjà, des choses comme ça. Donc. Dernier extrait de votre ouvrage, c'est le même sujet. Vincent et Bérengère sont dans la voiture et pour la première fois, Bérengère a rencontré ce monstre. C'est un peu violent, comme. Mais oui, monstre au sens de différent. Voilà. Au sens de anormal. Hein. Oui. Arrive le moment que Vincent a attendu toute la journée avec une certaine appréhension, celui où il se retrouve enfin seul. Bérengère reste silencieuse jusqu'à ce que la voiture ait franchi les grilles de la propriété, puis elle lui dit d'une voix calme et froide « Tu aurais pu me prévenir que ton frère avait une mongolienne ?» Il est frappé par la violence du mot qu'elle a prononcé comme s'il l'a dégoûté. Il répond avec douceur « On ne dit pas mongolienne, on dit trisomique. » Oh, ce n'est pas le moment de jouer avec les mots et de me faire la leçon, Vincent, comme si le problème était là. Elle s'agite sur son siège, mâchoire serrée. « Comment as-tu pu me faire ça, Vincent? Tu le savais que je voulais que tous les petits cousins soient dans le cortège d'honneur. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu quand je t'ai parlé de ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et là, vous insistez quand même. On sent que là, il y a quelque chose qui nous ramène à votre thème de recherche, ou en tout cas à l'un de vos thèmes de recherche, qui fait partie de votre thèse, c'est la monstruosité. Pourquoi est-ce que la monstruosité vous a arrêté à ce point? C'est difficile à expliquer. Je pense que j'aurais moi-même du mal à j'ai pas forcément conscience de tout ce qui m'a amené à ce thème. Mais disons que ce qui me préoccupe, c'est le statut des marginaux, les statuts de tous les gens qu'on marginalise au sein de la société. Et il me semble que rien ne renseigne mieux sur une civilisation que la façon dont elle traite, définit ses monstres. Donc les gens qu'elle exclut, qu'elle est incapable d'intégrer. Donc ça m'a beaucoup intéressée sur la Rome antique. Ça continue à me préoccuper dans la société actuelle, c'est vrai. Je crois que c'est un des grands défis du XXIe siècle, sans doute, la façon dont on va être capable de traiter les anormaux, d'intégrer les marginaux, d'améliorer leur sort. En plus, dans la préface de votre thèse, vous faites la distinction entre les champs où on peut dire monstre et des champs où on ne peut pas le dire. Oui. Ceausescu est un monstre, ça ne choque personne. En revanche, quand on fait des interruptions thérapeutiques de grossesse, le mot n'est jamais utilisé, or c'est toujours ce qui est sous-entendu. Il y a un refoulement de la notion de monstruosité parce qu'elle est atrocement violente. Et quelque part, dire de quelqu'un qu'il est un monstre, c'est déjà le gifler, c'est déjà lui nier toute humanité. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à assumer. Donc on marginalise,
avec plus ou moins de discrétion, on élimine, mais on ne dit pas. Voilà. Dans les auteurs qui vous intéressent, il y a notamment Wittkin. Et je voudrais qu'on regarde quatre photos de Wittkin. Ici, il est avec, chez Tashkent, avec d'autres photographes. Et pourquoi est-ce que, en quelques mots, pourquoi est-ce que ces photos-là vous arrêtent? Ici, c'est Santo Oscuro. Alors, bon, elle m'arrête déjà parce qu'elle me dérange. Et je crois que chaque fois qu'on est dérangé, il faut s'interroger sur pourquoi on est dérangé. Et alors le Santo Oscuro, je l'aime beaucoup parce que c'est une victime de la thalidomide. C'est un homme qui vivait reclus dans des conditions qu'on imagine extrêmement difficiles, sans bras, sans jambes, sans visage. Et il est allé le chercher et il l'a photographié en martyr, en Saint-Sébastien. Donc il a redonné à cet homme une forme de dignité, une forme de visibilité. Et c'est ça que j'aime dans la démarche de ce photographe, c'est que les gens qu'on refoule, qu'on laisse aux marges, il leur offre une visibilité, il les rend beaux, il les intègre à quelque chose qui est une création artistique. Et je pense qu'il leur redonne quelque chose comme une dignité qu'on leur a déniée. Woman Wants a Bird, autre photo qui vous arrête aussi? Énormément. Elle me fait penser à une sorte d'Icare qui serait charcuté par la chirurgie en quelque sorte. Et oui, j'aime beaucoup cette photo. C'est une espèce d'image de tous les rêves qui sont brisés, ce corset en fer outrancièrement serré, ces scarifications dans le dos. On n'arrive jamais à savoir avec lui si c'est de vraies scarifications ou si c'est de l'ordre du maquillage. Cette tête rasée avec quelques plumes accrochées, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse profondément. L'homme au chien. L'homme au chien. Alors là aussi, l'ambiguïté parfaite. Le parfait hermaphrodite. Et puis vraiment la photo, si on en découvre que la moitié supérieure, on a une superbe femme brune, troublante, très séduisante. Et puis on se rend compte en fait qu'il s'agit d'un homme. Donc moi je ne sais pas, je trouve que ça produit un trouble très très particulier. Ce visage figé, gracieux, sans sourire. Je voudrais vous faire écouter Wittkin sur l'art de la photo. Et il parle sur sa manière de travailler. Écoutez-le, c'était à Cahors, c'était en 1993. Photography is something that I'm devoted to, and I don't take for granted. It's not a question of snapping here or there. It's a question of meditating and reflecting on the possibility, the best possibilities of human potential. Commentaire sur... Oui, alors ce que j'apprécie beaucoup dans la démarche de ce photographe, c'est que bien qu'il photographie des monstres, il les traite avec un respect infini. Il le dit lui-même, et les modèles l'ont dit lui-même. Et il cherche à rendre beaux ces gens que tout le monde trouve atrocement laids. Et ça, je trouve ça vraiment humainement, profondément touchant. Enfin, c'est vraiment... j'ai beaucoup d'affection, c'est difficile, c'est un personnage assez trouble, mais de respect pour sa démarche artistique. Voilà. Wittkin, la Galerie Baudouin organise une exposition au Café Français à Bruxelles, c'est du 21 mars jusqu'au 30 avril, si on veut retrouver son travail. J'ai une dernière question, Blandine Lecallet, à vous poser sur finalement ce que vous êtes jeune. Merci. Et est-ce que cette capacité d'humour et cette capacité de réfléchir à la monstruosité et à l'intégration de la monstruosité dans la société est une forme de réponse, pas politique, mais une forme de réponse au trouble que peut provoquer la société perdue dans laquelle apparemment on se trouve? Complètement. C'est-à-dire que oui, je pense que l'humour c'est une forme de savoir-vivre et que moi j'ai envie d'aborder la vie avec lucidité, c'est-à-dire que je pense que la société dans laquelle on vit est dure, noire, mais qu'elle est sans doute plus douce qu'autrefois. J'en vois les défauts, j'en vois les limites, je vois les risques aussi que l'avenir nous prépare. Mais bon, il y a des îlots de bonheur, il y a des îlots de plénitude, et je pense que l'humour est une forme de politesse qui rend les choses plus supportables. Marcel Gaucher, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit la normalienne qui est en face de vous? Le mot qui m'a frappé, là,
c'est le mot de discrétion. C'est un mot important dans l'art, dans la littérature. Et la manière dont Blandine Le Callais rend très bien la manière de vivre d'aujourd'hui, normale, par les marges, ce dont elle parle, c'est la vie ordinaire, mais déshabité de son esprit, vidé du sens qui la faisait fonctionner il n'y a pas si longtemps encore, et où il reste aux individus l'humour, justement, pour appréhender leurs conditions, dans une sorte de distance et de réserve vis-à-vis de toute espèce de modèle reçu. Rien ne norme, au fond, cette existence-là, donc il faut à chaque moment faire un usage de son esprit, dans tous les sens du terme, pour comprendre ce qui vous arrive. On continue cette conversation, vous l'avez bien entamée. Dans une seconde, on va écouter Nathalie Nathiambe. Elle est réunionnaise, dans toute sa volonté musicale notamment. Elle travaille la langue créole quasiment au corps. On va l'écouter dans un extrait de Sans cœur. C'est son dernier album, ça s'appelle Detroiti. Elle me pardonnera, j'imagine, la prononciation. Nathalie Nathiambe. Gaspard, 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 Gaspard la vie, Gaspard le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, de trois petits mots doux pour ton zézère. Gaspard la vie, Gaspard le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, de trois petits mots doux qui mettent en l'air, oui qui mettent en l'air, et qui mettent en l'air, et qui mettent en l'air. Dans notre casement, deux, trois petits mots piquants, un guette en moment, un toast en moment. Dans notre manger, pour faire poiquer, deux, trois petits grains piment, mais faute comment. Casse pas la vie, casse pas le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, deux, trois petits mots doux pour ton zézère. Casse pas la vie, casse pas le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, deux, trois petits mots doux qui mettent en l'air, qui mettent en l'air, qui mettent en l'air, qui mettent en l'air. Pourquoi t'en mort? Allez chercher en dehors, même si tu es les faits les brisés. Non cache pas où, reste avec nous. Tiens d'eau fiel si ton cœur, il faut pas avoir peine. Casse pas la vie, casse pas le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, deux, trois petits mots doux pour ton zézère. Casse pas la vie, casse pas le temps, Stina collé dans le fond ton cœur, deux, trois petits mots doux qui mettent en l'air, qui mettent en l'air, qui mettent en l'air, qui mettent en l'air. Casse pas, casse pas, casse pas, casse pas. Dalou dalou de, dalou dalou de, dalou de, dalou de, dalou de, dalou de. Casse pas. Casse pas, casse pas, casse pas,
Nathalie Nantiébé, extrait de son album Sanker. Marcel Gaucher, vous êtes philosophe. Alors je notais que François Furet disait de vous, c'est un des penseurs les plus importants de sa génération. On est donc heureux de vous accueillir, parce que c'est vrai qu'on a besoin de penser. Alors vous m'excuserez d'être parfois peut-être un peu réducteur et caricatural, mais par rapport à ce que vous venez de dire, concernant Blandine Le Calais, vous écrivez ceci dans le livre qui sort, qui s'appelle la condition politique, et qui réunit un certain nombre de vos travaux et de vos regards sur ces dernières années. Vous écrivez ceci, et je trouve que ça fait écho exactement, et ça prolonge en tout cas ce que vous venez de dire. Vous dites: la dépossession se joue dès au niveau des acteurs individuels. Le même mouvement qui consacre leur souveraineté les coupe de leur identité, en leur rendant la pleine propriété du sens de leur action. Il leur enlève la possibilité de concevoir ce qu'ils font comme participant d'une histoire née avant eux et destinée à se poursuivre au-delà d'eux. Il les ferme à l'intelligence de ce qui les a fait comme de l'intrigue dont ils sont, bon gré mal gré partie prenante. S'ils sont supposés maîtres de ce qu'ils veulent, ils ignorent en revanche à quoi ils travaillent, et ils ne peuvent pas ne pas le sentir si confusément que ce soit. C'est ce qu'on appelle dans une démocratie une société sans repère. Ça. Oui, cette expression n'a pas fait fortune par hasard. Elle dit bien ce qui est l'expérience quotidienne des gens qui l'habitent. L'impression de ne pas comprendre le film dans lequel ils jouent, tout simplement. Et de ne pas savoir où les emmène le mouvement collectif, dont ils ont par ailleurs l'impression, selon l'expression consacrée, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est effectivement une condition assez originale. Il n'y a pas si longtemps, on se révoltait contre les gens qui vous conduisaient dans une direction que vous supposiez être mauvaise. Aujourd'hui, ils vous conduisent nulle part. C'est une autre expérience. Question et repères biographiques, comme avec Blandine Le Calais tout à l'heure. Première question sur... vous êtes le prototype du bénéficiaire de l'ascenseur social. Bon, on a eu coutume de le dire par rapport à vos origines. Votre père était cantonnier, votre mère était couturière, profondément religieuse. Vous êtes considéré aujourd'hui comme sans doute quelqu'un qui réfléchit le plus et le plus pertinemment à la société dans laquelle il est. Est-ce que vous considérez que ce parcours-là est encore possible aujourd'hui ? Je crains que non. En tout cas, il est peut-être possible dans un certain secteur de la société, puisque, en fait, on le sait bien, l'inégalité est géographique. On peut être fils de concierge portugais ou marocain dans le 16e arrondissement et faire encore d'excellentes études et terminer dans les plus grandes écoles. Mais si, comme moi, vous venez d'une province profonde et très reculée, le bocage normand, je crois que le trajet que j'ai fait est strictement impossible. Le trajet que vous avez fait, s'il fallait, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas et qui ne vous connaissent pas, s'il fallait poser 4 ou 5 étapes, quelles sont-elles, ces étapes ? Alors, je crois que l'étape... Mon trajet est très banal, en fait, à l'intérieur de ce parcours social qui ne l'est pas tout à fait. C'est un parcours générationnel. Le baby-boom, l'explosion scolaire des années 60, la politique gauchiste de ces mêmes années 60, mai 68, et les suites intellectuelles et personnelles qui se retrouvent à l'échelle de toute une cohorte d'âge. Elles ont été beaucoup racontées, c'est pas la peine. Chacun à l'intérieur de cette masse a fait son petit chemin, mais en somme, je me sens extrêmement banalement générationnel. Dans ce qui vous caractérise, c'est bien sûr un certain nombre d'essais majeurs, la démocratie contre elle-même, le désenchantement du monde, la condition historique, la condition politique, et il y a aussi, vous caractérisant, il y a eu d'autres titres, mais je pense à Texture, je pense à Libre, je crois, et il y a un objet singulier qui est la revue. À quoi sert une revue aujourd'hui ? Ça n'est pas simple à définir, mais je dirais aujourd'hui, ça a évolué dans le temps. Les revues ont toujours été des laboratoires intellectuels. C'est là que se prépare le futur, que commencent les jeunes auteurs, que s'élaborent des choses qui sont encore à l'état
d'essais, de tentatives. Aujourd'hui, je crois que la revue, c'est un lieu de résistance intellectuelle où on peut maintenir dans un espace assez large une exigence de réflexion qui a pratiquement disparu de l'espace public. Je crois que c'est donc un bon motif de s'y acharner, même si, par ce climat même, l'écho d'une telle entreprise est très souterrain. La condition historique, publiée de nouveau chez Folio Essai, vous dites le reflux de la mode Barthaud, Derrida, Lacanau, Foucaldienne, se traduisait en repli de l'université sur ses routines et ses citadelles spécialitaires. Ajoutez à cela la montée en puissance des médias, et cela donnait l'invasion de la scène par des sous-produits dont la camelote des nouveaux philosophes avait fourni l'échantillon avant-coureur. À l'heure de l'intellectuel médiatique, la priorité des priorités, c'était le maintien d'une tradition de qualité, d'exigence et de culture. C'est ce qui fait à mes yeux l'âme et le sens du débat. Le débat, et à tous les sens du terme, ici avec Pierre Nora. Avant qu'on parle politique, religion, démocratie, qui sont quand même des thèmes qui vous obsèdent, il me semble qu'il y a une chose que vous abordez assez peu. C'est le fait qu'il y a un risque, alors que la démocratie triomphe, même si ça fait perdre à ceux qui l'habitent tous leurs repères, mais la démocratie triomphe, qu'on le veuille ou non, et tant mieux. Mais vous abordez assez peu la question des médias, donc la question de la communication remplaçant l'information, la question de la démagogie, et ce risque que, même si la démocratie, qui est fondamentale pour vous parce qu'elle permet le choix d'un ensemble et le choix de l'être ensemble, mais c'est qu'à terme, la démagogie et la communication à la place de l'information peuvent fausser le choix. Et le risque me semble de plus en plus majeur. Oui, mais vous allez voir, le prochain numéro du débat, qui paraît dans quelques jours, est consacré aux médias. Pourquoi ? C'est un sujet très difficile, sur lequel il existe des discours critiques abondants et aussi démagogiques que la démagogie qu'il dénonce. On a un cercle du dénonciateur et du producteur médiatique qui est quelque chose d'infernal. Donc le problème est d'essayer d'en sortir. Et nous avons essayé d'en sortir. Je crois que le moment est peut-être venu justement, puisqu'il y a la retombée des critiques très faciles, qui sont usés, d'essayer d'y voir clair dans cette machine sans pilote. Parce que ce n'est pas un complot mondial de décérébration dirigé depuis Hollywood. C'est véritablement un processus social, les médias, où personne ne tient les manettes, mais qui produit en effet des effets géants. Alors comment ça se passe ? Et quel est l'effet réel sur la politique ? Parce qu'il joue dans tous les sens. Bien sûr. À la fois, on voit bien qu'il propulse des hommes politiques ou des femmes politiques au sommet, et qu'en même temps, il réduit le personnel politique à l'état de guignol, puisque c'est le mot consacré. Donc, comment se fait cette alchimie qui à la fois consacre d'immenses succès et détruit la crédibilité du même personnel que par ailleurs on élit ? Il y a quelque chose de très mystérieux dans les médias qui appelle vraiment une réflexion. Et pas seulement le politique, c'est-à-dire qu'on vend tout, les médias vendent tout. Les médias transforment la société, à commencer par l'éducation des enfants, qui aujourd'hui ne se conçoit pas sans le rôle que joue la télévision dans les familles. Alors, on va lire le débat, mais une question qui vient aussi, c'est quand vous parlez de l'éducation, et c'est un terrain sur lequel vous êtes aussi extrêmement engagé, qui lit le débat ? Autrement dit, les classes moyennes ne lisent pas le débat. Elles regardent la télévision, les classes moyennes, qui devraient être un peu plus instruites que la normale, comme vous dites. Ah, mais nous sommes dans un monde où le niveau intellectuel, le niveau d'instruction ne cesse de monter, mais où le niveau de réflexion collective ne cesse de baisser. Ça, c'est le grand mystère de la démocratie contemporaine. Il n'y a jamais eu autant de gens capables, par la formation qu'ils ont reçue, de juger des affaires collectives. Il y en a de moins en moins qui s'y intéressent. Comment comprendre cette relation inverse ? Une revue comme Le Débat, nous ne savons pas par qui elle est lue. Ça, c'est le mystère de l'espace public.
Sinon, nous savons que c'est un nombre limité. Elle est tirée à combien d'exemplaires? Ça varie entre 6 000 et 8 000 exemplaires, donc c'est très modeste. Mais c'est les chiffres depuis toujours. Des livres? Des livres. C'est beaucoup plus que les livres, de vous à moi. Absolument. 3 000 en moyenne. Les livres en général, en tout cas les livres de réflexion, en dehors des grands best-sellers, ont des tirages qui se situent entre 2 000 à 5 000 exemplaires, qui représentent déjà un grand succès. Donc les revues sont au-delà, c'est une circulation qui n'est pas négligeable. Et les revues surtout sont extrêmement lues dans les bibliothèques, elles sont lues par les jeunes étudiants. Ouf. C'est une... Ouf. Oui, mais en effet, le poids de la chose intellectuelle dans l'espace public des sociétés démocratiques, il ne faut pas se faire d'illusions, il est très limité, en général. On va essayer maintenant d'aller un peu dans les pensées que vous développez, dans les idées que vous développez. On va parler du politique, de la politique, de la religion. Je vous propose de commencer avec un extrait de ce que disait Maurice Godelier en janvier 2002 dans l'émission Des mots de minuit. Il était avec la comédienne Zabou Bretman et l'anthropologue qu'il est évoque l'effet boomerang que peut ressentir l'anthropologue face aux sociétés primitives qu'il observe. Cette leçon que j'ai tirée d'une société, vous pouvez l'appliquer ici. Quand même, les hommes ici dans la société se grandissent dans l'imaginaire et dans le réel. Ils occupent quand même la plupart des positions de pouvoir. Et puis, ils ont des façons de dévaloriser les femmes dans de multiples domaines. Donc, si j'ai trouvé sous des formes sans État et sans classe, vous trouvez le même processus dans nos sociétés. Donc, on obtient des choses de valeur universelle. C'est là que je voudrais vous convaincre que quand on fait le boulot comme moi, eh bien, on est bien sûr très spécialisé, mais les processus qu'on découvre sont généraux. Et donc, d'un seul coup, on est ouvert au-delà des autres et on retourne sur soi. C'est pour ça que le boulot des anthropologues, c'est quand même de connaître les autres. Et d'un seul coup, le boomerang vous arrive sur la figure, boum, qu'est-ce qu'il y a de chez moi qui soit l'équivalent de ça? Et si vous ne pouvez pas vous poser cette question, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui est l'équivalent du cannibalisme? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui est l'équivalent de cet agrandissement imaginaire des hommes par rapport aux femmes? Commentaire sur ce que vous avez entendu? C'est vrai, c'est une des choses qui n'existe plus dans la culture d'aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est ce que représente Maurice Godelier. C'est l'ethnologie, ce regard décentré. Nous sommes passés dans un moment où on aime l'exotique. Mais l'exotique, c'est en fait, ils sont différents parce qu'ils sont pareils que nous. Il n'y a pas une mise en question. Il n'y a pas une mise en question qui vient de cette différence qu'on ne maîtrise pas. Et je crois que c'est une perte terrible d'intelligibilité pour nos sociétés. Nous avons eu ce grand moment de crise de conscience coloniale où on s'est aperçu que les gens auxquels on se croyait supérieurs avaient une civilisation pleinement consistante et aussi digne et peut-être plus digne que la nôtre à beaucoup d'égards. Et nous avons perdu cette curiosité depuis dans la vague de la décolonisation, dont il faut se féliciter par ailleurs. Certains articles de loi de février, l'article 4, etc., qui vantent les mérites de la colonisation, pour vous, c'est une bêtise? Ça, c'est des combats, c'est des manipulations de couloirs parlementaires, ça n'a aucun intérêt, c'est grotesque, il n'y a rien. Et vous dites, vous dites quand on parle de mémoire, il faut parler de devoir de mémoire, et quand on parle d'histoire, il faut parler de travail de l'histoire. Je crois que ça dit autrement ce que vous venez de dire. Valeurs universelles, dit Godelier, et dans les valeurs universelles, et tant mieux, il y a ce que vous appelez le politique. Pourquoi est-ce que le politique est universel à ce point et antédiluvien? Ah mais nous venons de découvrir, il y a très peu de temps, qu'il est universel. Jusque dans la première moitié du XXe siècle, on pense qu'il y a un moment où la politique apparaît. Il y a les États qui naissent, c'est-à-dire la civilisation, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire les sociétés que nous connaissons, qui nous sont familières. Le reste, c'est des sauvages, des primitifs, égarés en bandes incertaines, dont il reste quelques morceaux, on ne sait pas trop comment traiter. L'une des grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle, à mes yeux, c'est d'avoir pu comprendre, grâce à l'ethnologie, grâce à l'anthropologie, que ces sociétés dites sauvages ou primitives sont aussi politiques que les nôtres. Godelier l'a montré très bien à propos des Barouillas de Nouvelle-Guinée sur lesquels il a travaillé.
il n'y a jamais eu que des sociétés politiques, même si cette politique n'a pas du tout l'aspect dans ces sociétés, d'abord toutes petites démographiquement, que ce que nous connaissons dans nos sociétés. Il n'y a en effet pas d'État, il n'y a pas d'autorité, mais il y a néanmoins quelque chose qui fait fonctionner la société politiquement. Question sur la religion. Est-ce qu'en un mot, excusez-moi, est-ce qu'en un mot vous pouvez poser ce que vous avez dit de la religion dans cette disparition? Je peux essayer. Justement, en prenant l'exemple de ces sociétés sauvages ou primitives, on le comprend peut-être mieux. Au fond, la religion, c'est ce rapport très étrange de l'humanité à elle-même, où elle se dit et s'organise. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce sont des êtres supérieurs à nous. Alors, ils peuvent être très différents. C'est Dieu. Enfin, bon. Ils ne peuvent être que des ancêtres. C'est les ancêtres qui l'ont fait. Nous faisons exactement selon la manière qu'ils nous ont apprise. Nous sommes dans la dette envers plus grand, plus haut, plus ancien que nous. Eh bien, dans ces sociétés, précisément, la religion permet de n'avoir pas de politique sous la forme de l'État, puisque la loi, c'est la religion. La religion occupe la place du politique. Elle contraint. Ce ne sont pas des sociétés anarchiques, c'est tout le contraire. Elles sont ordonnées, pieuses, extrêmement respectueuses de leurs usages, extrêmement contraignantes pour leurs membres, par la religion et sans politique telle que nous la connaissons. Et la grande révolution moderne, c'est l'arrivée à la reconnaissance de ce que la société, les usages, les lois, c'est nous qui les faisons. Le pouvoir politique, c'est nous qui le désignons. Il ne tombe pas du ciel, il ne vient pas des dieux, nous l'élisons. Le second tournant décisif de l'histoire, dans la même perspective, est celui qui va justement procurer ses fondations à la démocratie telle que nous la pratiquons, à savoir l'apparition de l'État moderne. Le secret de cette transformation de l'État tel qu'on le connaissait depuis quelque chose comme 4 millénaires et demi n'est autre que la sortie de la religion. Il était le relais du religieux. Il devient l'appareil au travers duquel la communauté humaine s'assure de ses propres raisons et des moyens de sa définition. Autrement dit, un appareil à matérialiser l'autosuffisance de l'ici-bas. Autrement dit encore, la machine qui rend l'autonomie humaine concevable en lui prêtant corps de manière opératoire. Pour la première fois, en se dissociant du religieux, le politique apparaît au grand jour et devient identifiable en lui-même et pour lui-même. Le regard de Machiavel, début XVIe siècle, apporte à cet égard le plus parlant des repères. Il atteste de ce que le politique est devenu pensable en tant que tel. Marcel Gauchy, vous avez la foi absolue dans la politique, dans l'État moderne, dans ce dans son incarnation actuelle, qui est la démocratie. Même si la philosophie des droits de l'homme déstabilise l'ensemble. Je n'ai pas une foi aveugle. J'essaye de comprendre ce mouvement extraordinairement puissant qui a imposé sur des siècles une société démocratique dans son sens le plus fondamental, c'est-à-dire une société dont nous nous reconnaissons les auteurs. Tout ce qui nous arrive est de notre fait, y compris peut-être demain la destruction de l'écosphère à l'intérieur de laquelle nous sommes pris. Mais c'est notre responsabilité, ce n'est pas un événement mystérieux qui viendra de l'au-delà. Nous avons la responsabilité complète de l'organisation de notre monde. Ça passe en effet par un type d'organisation collective très particulière, ignorée des anciennes sociétés, que nous appelons l'État. Mais ce n'est qu'une machine, et il n'y a pas à la révérer particulièrement, mais il y a à essayer de la maîtriser, parce que une fois qu'on a posé cette capacité des hommes de gouverner leur monde dans l'abstrait, on s'aperçoit que concrètement, c'est extraordinairement difficile. Et nous vivons dans des errances successives autour de ce projet. Quand je parlais de foi, je ne parlais pas de foi en l'État, mais la foi dans cette capacité collective qu'ont les hommes à s'organiser, même si, au stade actuel de développement de la démocratie, ils sont un peu perdus. Et je trouve que c'est rassurant, que votre discours est rassurant. Même si on me reproche assez d'être un affreux pessimiste. Absolument, non. Non, justement, je trouve que votre discours est rassurant parce que votre discours
pose la nécessité ou l'évidence de la capacité que nous avons à nous organiser collectivement, même si les solutions sont parfois extrêmement bancales. Je suis en Voire effet... les totalitarismes, par exemple. C'est une des grandes crises que les démocraties ont dû traverser dans leur histoire. Elle est derrière nous, à mon sens. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas exposés à des problèmes d'une autre nature qui peuvent être aussi graves. Ils prendront d'autres formes, je le crois. Il ne faut pas prendre, autrement dit, c'est ça la leçon que j'essaye de faire passer, le moment où nous sommes pour la fin de tout. C'est un moment dans un parcours. Et ce parcours comporte un avenir tout à fait ouvert, mais tout à fait susceptible aussi de grands changements par rapport à ce que nous connaissons. Prenons un repère très simple. Je crois qu'on peut dire, tout le monde l'accordera sans trop de peine, que la démocratie du début 2006 est supérieure dans ses mécanismes de fonctionnement à celle qui commence à s'installer dans un pays comme la France au début du XXe siècle, en 1906. Eh bien, je crois qu'il faut raisonner en se disant que la démocratie de 2106 sera supérieure de la même manière, et non sans traverse de toutes sortes que nous aurons à traverser d'ici là, à ce que nous connaissons aujourd'hui. On aimerait adhérer à votre discours. Voilà. Je retrouvais un argument. Oui, certes. C'est pas une prédication. Argument. Si, argument. Nous sommes en août 2002. Je vais vous faire entendre deux choses. D'abord, ce que vous disiez en 2002 à Marianne. Vous disiez ceci: je crois avoir écrit que la droite peut gagner des élections et ne peut pas gouverner. Je persiste, il y a une droite sociologique qui existe fortement dans le pays et qui a la capacité de fabriquer des notables. Raffarin est l'expression type de cette France profonde. Pour autant, cette droite sociologique n'a pas le personnel gouvernemental compétent à l'échelle nationale. On va le voir très vite. Ça, c'était en 2002. Je vous propose maintenant de regarder des images qu'on a vues récemment dans les journaux télévisés, notamment sur France 2, exactement le 9 janvier 2002. Et on a Ségolène Royal qui est chez Michelle Bachelet au Chili. Regardez. Pour son escapade dans la douceur de l'été austral, Ségolène Royal est plutôt bien entourée. 2 douzaines de journalistes accompagnent la dirigeante socialiste venue soutenir Michelle Bachelet, candidate à l'élection présidentielle de dimanche prochain. La Française est elle aussi en train de peaufiner une stature de présidentielle. Pressée de questions, Ségolène Royal refuse de commenter son coup de Jarnac. On ne parle pas de la politique française, on parle de Michel. Les élections au Chili. Je la reçois comme amie, comme socialiste, comme femme, parce que ma candidature est celle de l'espérance, de l'envie de beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Yo estoy contigo, tu vas a ganar, serás la futura presidenta de Chile. Peu après son arrivée, Ségolène Royal a d'abord été reçue par Isabel Allende, la fille du président Allende, tuée lors du coup d'État de Pinochet en 1973. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va avoir la possibilité d'être la candidate du Parti socialiste. Et je suis très fière d'avoir une femme en France, par exemple, comme nous avons maintenant au Chili. On parlait du politique. Là, on parle de la politique, avec un personnel politique qu'il est ce qu'il est. Je vous citais, évoquant Raffarin en 2002. Là, on a l'émergence, notamment médiatique, mais elle a un parcours derrière elle et elle a fait des choses, Madame Royal. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnel politique, si on s'arrête à la France et pour descendre d'un cran? Ce qu'il a de plus remarquable, globalement, c'est sa solitude sociale, sa déconnexion avec la société. Les hommes politiques, dans le meilleur des cas, Raffarin c'est l'exemple, c'est le grand notable local. Alors, il connaît un tas de gens, mais est-ce qu'il est la représentation de la société, même locale, où il vit? Non. A fortiori, et on voit bien, alors quand on passe à l'échelle nationale, ça ne marche plus. Il est dans le vide. Les hommes politiques représentaient des courants d'opinion. En
France, le catholicisme, énorme puissance historique. Il représentait le monde paysan, le monde industriel, le monde ouvrier. Les hommes politiques aujourd'hui ne représentent ni courant d'idées vrais, ils ont des opinions, ils sont élus par un courant de l'électorat, mais ils ne sont pas des incarnations. Et très souvent, on dit on vote pour lui, bien que... Ce qui, de votre point de vue, fait leur faiblesse. Eh bien, oui. Ils sont en apesanteur. Et le processus politique n'embraye pas. De ce fait, ça se traduit par un fait très simple, c'est qu'il n'y a dans ce pays pas de capacité, mais je crois que c'est vrai de toutes les démocraties européennes, en tout cas, peut-être même au-delà, il n'y a pas de légitimité durable du mandat électoral. On élit les gens, mais le lendemain, tout est à refaire, et ils doivent persuader minute par minute leurs électeurs que telle et telle décision est la bonne. Ça rend le fonctionnement de la démocratie extrêmement difficile, parce que ces électeurs ont voté pour eux, mais ne se reconnaissent pas en eux comme porteurs de leur volonté. Donc vous seriez pour un mandat beaucoup plus long, ou un seul mandat, ou un mandat unique ou... Ça, on retombe là vraiment dans des questions compliquées de cuisine constitutionnelle. Je suis un fervent partisan du mandat unique. Je crois que c'est la solution à une partie des problèmes français. Si ça suppose d'autres transformations, parce que si on est député à temps plein d'un Parlement qui n'existe quasiment pas, évidemment, on peut considérer que c'est du temps perdu. Mais des députés faisant à temps plein leur travail dans un Parlement qui tient une place éminente dans la discussion publique dans ce pays, ça changerait beaucoup. Blandine Lecallais, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Marcel Gauchet? Je précise encore une chose, on n'a pas pu aborder la globalisation, mais vous dites, je crois que les idées globales ne valent rien dans la globalisation. Je crois que c'est important à noter. Et puis, de manière purement anecdotique, Marcel Gauchet aime le foot et la montagne. Très bien. Alors, écoutez, j'ai entendu votre analyse des symptômes dont souffre la démocratie, cette perte de repères, cette incapacité à se projeter dans l'avenir, dans une culture collective, et tout ce que vous venez de dire sur la médiocrité du personnel politique, en gros, son absence de représentativité me semble extrêmement juste. J'avais presque envie de vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on sorte de là, dans le recrutement des élites, éventuellement? Moi, j'ai l'impression que ça passe par un recrutement différent des élites intellectuelles et politiques de ce pays. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça le nœud du problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment peut-on imaginer, dans un pays comme la France, aussi divers à tous égards, qu'une seule école de fonctionnaires en plus, c'est-à-dire une catégorie particulière de la population, si respectable soit-il, j'en suis, je ne vais pas cracher dessus, bien au contraire. Mais comment penser qu'une seule école peut fournir la totalité du personnel politique d'une république? C'est de la folie. Je crois que, voilà... On continue cette conversation, les invités vont nous rejoindre. On écoute un peu de musique avec Anna Hiernaut, et un spectacle qui s'appelle Aïe. C'est une histoire de rencontre. Alors, ça mélange le flamenco, la musique électro, les percussions. C'est une artiste hors norme, elle est danseuse, elle est crooneuse, percussionniste, et elle a créé la drumming dance. C'est une danse percussive mise en valeur par le mariage d'instruments traditionnels. Musique du spectacle est née de la rencontre d'Anna et de Balat, leader du groupe No Jazz. Extrait de Aïe.
Anna Hiernaut. Nous ont rejoint Isabelle Janier. Isabelle Janier, bonjour. Bonjour. Pour Grain de sable, publié aux éditions de l'Amandier, c'est du théâtre. Et Philippe Faucon pour un film. Bonjour. Ce n'est pas le premier, ça s'appelle La Trahison. Ce film a pour lieu et pour thème l'Algérie. Nous sommes dans l'année 1960. Hein. Isabelle Janier, vous êtes comédienne, metteur en scène et auteur. Oui. Et ceci est une première pièce. Oui. Pourquoi avez-vous écrit cette pièce qui s'appelle Grain de sable? J'étais, a priori, j'allais pas l'écrire. C'était quelqu'un qui devait l'écrire pour moi, qui souhaitait que je rejoue. Parce que j'ai beaucoup mis en scène ces dernières années, parce que j'étais un peu interrompue dans ma carrière de comédienne par des problèmes de santé qui m'ont handicapée. Et puis, j'ai un ami qui voulait absolument que je remonte sur scène et qui m'a dit « Je vais écrire une pièce pour toi ». Et donc, on s'est vus régulièrement et puis il prenait des notes et tout ça. Et à un moment donné, eh bien, j'ai écrit, je lui remettais tous mes documents et puis il m'a dit « C'est toi qui l'écris ». Donc, c'est vraiment grâce à lui que j'ai écrit. Et il ne s'est pas servi de ce que j'avais écrit pour se le prendre et puis l'écrire, mais donc je suis devenue auteur. Mais en fait, il n'a fait que pousser une chose que je désirais depuis longtemps. Et parce que déjà, des gens m'avaient fait des remarques comme ça, même. Faut que tu y ailles. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, mais c'est merveilleux parce que maintenant j'ai envie de continuer. Qu'est-ce que c'est que ce grain de sable? Ce grain de sable, bah, c'est ce qui, dans la vie, en fait, peut être la chose qui enraye, en fait, qui se met dans la machine, dans une chose qui paraît être très bien huilée, roulée et tout ça, et puis qui vient perturber un petit peu le mécanisme bien, voilà, qui marche. Et voilà, c'est ça. Ça a été ça, mais il y en a plein. Il y en a plein, c'est fait que de ça, hein, la vie, en fait. Voilà. Grain de sable est un texte autobiographique qui mélange deux choses, qui mélange des souvenirs de théâtre. Oui. Vous avez travaillé avec Claude Régis notamment, donc des souvenirs professionnels, oui, et des souvenirs très personnels. Vous parliez de ce grain de sable qui dérègle la mécanique physique du corps humain. Vous êtes toujours dans la distance. Est-ce que vous avez eu conscience d'être dans la distance, à la fois dans le texte, mais aussi dans votre interprétation? Ah oui. Ah oui, oui, toujours. Oui, toujours. Dans ce recul qui permet de... Oui. Ben, oui, puis d'en rire, d'être libre aussi, de pouvoir le raconter, mais pas être en prise avec les choses. C'est pas dans le pathos, c'est pas pathétique, c'est pas triste, et tout ça, c'est une distance, parce que tout m'amuse, en fait. Tout me fait rire. Donc, c'est devenu... c'est ça qui est merveilleux, oui. Et puis le théâtre, c'est vraiment l'endroit puisque c'est l'endroit où on distancie, en fait, de la distance, en fait, où on peut raconter... Enfin, oui, mais par rapport à ce qui vous est arrivé, il est clair que, comme vous vous déplacez par exemple en fauteuil roulant, donc il y a aussi une forme de... Alors je ne vais pas dire courage, parce que là ce serait peut-être aller dans le pathos, mais une forme de volonté en tout cas. Oui. Et d'exposition particulière. Oui, mais pas que en fait, hein, je marche. Mais là je le fais parce que ça me repose. On regarde un extrait de votre pièce, c'est la fin de la pièce. Je trouve que ces derniers moments de la pièce sont très très beaux. Regardez. Merci. Ça y est, elle dort. Elle dort. Dors. Elle dort. Non, elle ne dort pas. J'aime bien comme tu le dis. Et je ris. Elle sourit. Fais-moi danser.
Belle complicité avec Gilles Guelblum. Hein. On notera aussi la mise en scène de Gérald Chatelain. Dans la partie dans laquelle vous parlez de votre maladie et de son évolution, il y a alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je me disais, il y a quelque chose qui me rappelle terriblement, je ne sais pas si vous vous souvenez de Pia Colombo et Requiem pour un temps présent, qui était aussi... Non. Qui était aussi un texte où elle parlait de sa maladie qui, en l'occurrence, était le cancer. Quelques phrases dans votre pièce et quelques évocations. On parlait tout à l'heure de la société dans laquelle on vit, de l'acceptation des autres. Et vous racontez, et c'est très drôle, parce qu'on voit très bien l'analyste à qui vous dites mais je peux pas aller chez vous puisque de toute façon je peux pas descendre de chez moi, j'ai pas les moyens de descendre de chez moi. Et effectivement l'analyste se gratte la tête, attends c'est un acte manqué, enfin bon, on voit bien le truc. On voit bien le truc. Oui, mais ça vous le racontez très bien. Oui, c'est ça devient absurde. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça, le problème de l'analyste, c'est ça en fait. Il peut penser que c'est un acte manqué, sauf qu'en fait, je ne peux pas le faire. Donc, c'est quoi? C'est le problème. Et là, c'est la société qui est en question, parce qu'effectivement, il n'y a personne pour vous transporter. Tout à fait. Donc, voilà, on fait comment, quoi. Donc, c'est l'écueil. Hein. Vous dites aussi, la maladie m'a souvent privé du désir de l'autre. Non. C'est la phrase, ça, non, c'est pas tout à fait ça. Je l'ai un peu... c'est la peur de... c'est la maladie m'a souvent privé de mon fils. C'est ça dont je me souviens, moi. Bon, c'est plutôt ça qui était... Parce que le désir de l'autre, c'est ça qu'en fait, on a envie que le désir de l'autre reste éveillé, en fait, reste présent, mais qu'on ne se fatigue pas de mes trop nombreux refus. C'est ça, parce qu'évidemment, souvent, il m'est arrivé de refuser, d'être un petit peu discrète, disons, pour pouvoir... voilà. Et c'est ça qui est embêtant, parce qu'à la longue, on a peur que les autres se fatiguent aussi. Qu'allez-vous faire à Melun et à Calais? Quoi? Qu'allez-vous faire à Melun et à Calais? Vous êtes formatrice, vous avez fait de la formation, et il y a aussi ce besoin de transmettre. Ah oui, j'ai fait beaucoup mais j'adore ça, oui, j'ai fait beaucoup de formations, oui. Oui, mais en A3 aussi, avec les écoles, c'est théâtre, enfin c'est le bac. Et puis aussi à la MGI, la Maison du Geste et de l'Image à Paris, où en fait pendant des années, en fait, je me suis occupée de classes que j'ai menées comme ça pendant 1 an. Après, les représentations étaient dans des lieux un peu prestigieux. Et c'était merveilleux. Ça, c'est parallèlement aux mises en scène que je faisais, c'est un apprentissage. Enfin, c'est une chose qui reste toujours parce que tout est possible avec c'est pas des comédiens, donc tout est possible. Ils sont prêts à tout. Les comédiens, ils ont beaucoup plus de mal à y aller, quoi. En fait, mais les autres, là, les élèves, ils partent, ils sont contents, et on fait tout ce qu'on veut. Hein. Le rapport que vous avez. Moi, j'ai fait des choses magnifiques. Le rapport que vous avez avec votre public Oui. Enfin, non, j'allais dire dans Grain de Sable. Non, après Grain de Sable. Comment est-ce que ça va au-delà? Est-ce que ça va au-delà de ce que vous leur donnez? Vous voulez dire tous les jours, en fait? Oui, est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que les gens Alors, viennent... il y a des gens qui m'appellent, qui ne me connaissent pas du tout, qui me trouvent dans les pages de Annuaire. Et c'est incroyable. J'ai souvent des gens qui m'appellent comme ça, qui prennent leur téléphone. Bon, moi, ça me touche beaucoup, en fait. Et ils s'excusent, ils me disent, écoutez, excusez-moi de vous appeler de ça. Mais en fait, ça me fait un plaisir incroyable. Et parce que tout d'un coup, je réalise que ce que j'ai voulu dire, en fait, vraiment, ils comprennent et ils entendent, en fait, ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est pas seulement le plaisir comme ça que j'ai d'être admirée, enfin reconnue, tout ça. C'est au-delà de ça. C'est une chose beaucoup plus, c'est tendre. C'est vraiment et j'aime beaucoup. Et là, je réalise ce que j'ai fait et qui est en fait parce que je sais ce que j'ai fait en fait. Hein, je sais ce que j'ai fait. Je sais aussi ce que je n'ai pas encore fait. Vous voyez, mais je sais où j'en suis en fait. Et donc là, Donc vous êtes en train d'écrire. Oui, et je sais où ça touche et ça correspond à ce que je veux faire. C'est vraiment bien parce que c'est vraiment là en fait que ça. C'est exactement à l'endroit où je voulais. Grain de Sable 1, il y aura un Grain de Sable retour, j'imagine. Oui, il y aura la suite, mais la suite, je suis déjà beaucoup plus loin moi. Hein. Je joue ce spectacle, mais je suis déjà bien loin. Hein. Je suis déjà après. Hein.
Oui. Merci Isabelle Janier. Et on vous conseille d'aller voir bien sûr ce spectacle. Et surtout, j'allais dire, d'aller vous écouter. Mais pas seulement recevoir vos paroles. Hein. Ah oui, oui. Et peut-être vous appeler après. Ben voilà. Tel que vous avez parlé de ces rencontres. Vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans la nuit. On parle cinéma maintenant avec d'abord un premier film qui s'appelle La Terre abandonnée de Vimutki Jayasundara. C'est un Sri Lankais. Et c'est un film qui a été tourné dans une province reculée du Sri Lanka où on est dans un état de ni-guerre, ni paix, qui est un film qui est marqué par une volonté de son réalisateur d'être extrêmement lent dans les mouvements de caméra, minimalisme, une grande beauté. Ce long métrage avait obtenu ex aequo la Caméra d'Or à Cannes au dernier festival avec Miranda July qu'on recevait l'autre jour pour Moi, Toi et les Autres. Extrait de ce film, La Terre abandonnée. Kau kian? Mah loku nak dostar kenek kena. Loku not kian ya loku enane. Mata tam kian mah loku itu. Oya honta tay gena gana loku enako. Ang keti kiri lega kayunat. Kauru? ඔයාගේ කොණ්ඩේ වැවෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ නියපොතු වැවෙනවා. ඒ වගේම ඔයාත් ලොකු වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු සත්තු ගස්වැල් ඒවත් එහෙම. බොරු කියන්න එපා. අර ගහ හැමදාම ඒ වගේ. ඔයාට පිස්සු. ඒ ගහ කොච්චර පොඩියට තිබුණේ? බොරුමයි කියන්නේ. ඔයා දන්නේ නැහැ. Jayasundara, le réalisateur de ce film, a reçu des menaces de mort dans son pays parce qu'il ne donne pas forcément une image très valorisante de l'armée sri-lankaise ni de la notion de mère-patrie. Philippe Faucon, vous êtes vous le réalisateur de La Trahison, film directement tiré puisqu'il est co-scénariste, du livre de Claude Sall, écrit en 1999, La Trahison. Claude Sall raconte bien ce qui lui est arrivé en 1960, alors qu'il était gradé dans l'armée et qu'il avait à gérer avec lui, enfin en tout cas qu'il avait à commander, plus exactement, ce qu'on appelle des appelés d'origine algérienne, autrement dit des conscrits d'origine algérienne, pas des harkis. Autrement dit, pas des gens qui étaient volontairement dans l'armée française. Pourquoi est-ce que ce thème de la guerre d'Algérie, ce thème-là, celui de la trahison, autrement dit, ces jeunes dits d'origine algérienne qui sont conscrits et qui sont dans l'écartèlement, puisqu'on imagine bien que dans les années 60, entre l'armée française et la nation algérienne qui naît, on est dans l'écartèlement. Pourquoi est-ce que ce thème, qui ressemble à d'autres de vos, enfin à des thèmes proches dans d'autres de vos films, vous a séduit tout de suite? Il y a une constance dans votre travail. Alors, exactement, à l'époque, ce sont des jeunes gens qui sont appelés par l'administration des Français de souche nord-africaine. Et que l'administration distingue donc des autres Français de cette façon, qui sont dits Français de souche européenne. C'est-à-dire les jeunes gens qui viennent de la métropole. Et Claude Sall se retrouve effectivement responsable d'une petite section, d'une trentaine de jeunes garçons d'une vingtaine d'années, et dans laquelle se trouvent 4 de ces jeunes Algériens, appelés au même titre que les autres Français à l'époque, puisque l'Algérie étant prétendue être française, les jeunes Algériens sont appelés à faire un service militaire sous le drapeau français. Et à l'époque, donc, la plupart des jeunes Algériens se cachent pour éviter de faire ce service militaire, mais certains y répondent parce que, pour des raisons diverses, qui en général sont qu'ils sont issus de familles qui bénéficient d'une certaine façon de la situation en place, parce qu'ils sont
parce que les parents ont des petites fonctions dans l'administration, donc ils ont quelque chose à défendre dans la situation d'alors. Et donc, ils sont là pour des raisons de tradition familiale, de cet ordre, et dans une espèce de croyance en quelque chose qui a été proposé à l'époque par le général de Gaulle, qui est, en Algérie, il n'y a plus que des Français à part entière. Sauf que, comme tous les jeunes Français de leur âge, ils se retrouvent confrontés à ce que ça veut dire être un jeune Français à l'époque en Algérie, c'est-à-dire ce qui se passe là-bas, les déplacements de population, les contrôles, les fouilles. Avoir à contrôler des zones où la plupart des adultes sont déplacés. Sont déplacés ou sont dans les FLN. Oui, c'est-à-dire des zones, effectivement, dans lesquelles, en général, les hommes des villages ont rejoint les maquis et donc, où dans les villages, on ne trouve plus que des femmes. Et ces populations sont déplacées et regroupées dans des camps pour couper les liens qu'elles peuvent avoir avec les maquis et la rébellion, etc. Philippe Faucon, je disais que vous étiez très constant dans vos choix de films et dans votre manière de filmer. Les personnages sont toujours dans la complexité des situations. Je pense à Samia, qui est un autre de vos films qui n'a rien à voir, mais qui a à voir avec une jeune femme qui est, elle, soumise à la loi du frère ou à la culture familiale. À l'écartèlement comme ça, et puis dans un désir de s'affranchir, effectivement, de conquérir une identité, une affirmation d'une liberté. Bon, et là, il y a quelque chose un petit peu du même ordre, c'est-à-dire qu'en fait, concernant ces 4 personnages, ce que raconte le film, c'est cette situation dans laquelle ils sont qui fait que dans la pensée de l'époque, dans la pensée eurocentriste et coloniale de l'époque, on finit par perdre de vue que ces jeunes gens peuvent avoir un libre arbitre, c'est-à-dire que leur adhésion à laquelle des événements auxquels on les fait participer et dans lesquels on les implique ne peut ne pas justement rencontrer toute leur adhésion. Voilà, donc c'est ce que le film raconte. Extrait. Cet écartèlement. Extrait de votre film La Trahison. وسديرته هنايا خاوتك الجزائريين موتها قدامك وسديرته هنايا وسراسي هنا معاهم شوف خاوتك الجزائريين صراحة صاير لهم موتها قدامك يحروا بلادهم عليكم ويدافعوا عليكم هاهم خاوتك الجزائريين موتها قدامك تغدر فيهم حال عندهم اي سواوس اللي يهز راسه يهبطوه له. Philippe Faucon, on voit bien la manière dont, à quelle pression peuvent être soumis ces appelés. De votre point de vue, le cinéma qui travaille sur l'Algérie, et notamment votre cinéma, est-ce qu'on est dans le devoir de mémoire ou est-ce qu'on est dans le travail d'histoire ? On est dans une confrontation avec l'histoire, oui. Et là, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui justement est très méconnu, qui est tout proche et qui est immensément méconnu, dont on n'a pas conscience toujours qu'à l'époque, effectivement, il s'est passé des choses de cet ordre, des déplacements de population, des choses qui aujourd'hui relèveraient effectivement des crimes de guerre, dans un camp d'ailleurs comme dans l'autre. Et ce sont des événements qui sont loin de 40 ans. À noter, votre film, sans que ça ait posé de problème politique majeur, a entièrement été tourné en Algérie.
Le film a été tourné en Algérie, oui. On n'a pas envisagé cette solution tout de suite parce que à l'époque, même si c'était quelque chose à quoi j'étais prêt et dont j'avais assez envie, on n'a pas envisagé ça immédiatement parce que à ce moment-là, il y a 3 ans, quand on a entrepris ce projet, l'Algérie avait la réputation encore d'être un pays en guerre et pas très sûr. Et donc l'idée d'y entraîner toute une équipe de gens faisait réfléchir. Donc on a commencé des recherches de repérage au Maroc, puis en Tunisie. Mais en même temps, moi j'avais envie de faire jouer ces 4 personnages principaux du film et tout un tas d'autres petits personnages secondaires mais qui sont très importants dans l'histoire par des Algériens d'Algérie. Donc on a, en même temps qu'on commençait des recherches de repérage, on a fait commencer aussi un casting en direction de ces rôles, de ces personnages. Et à un moment, la personne qui faisait ces recherches en Algérie nous a demandé « Mais pourquoi vous ne venez pas tourner ici, puisque c'est ici que l'histoire se passe, c'est très très important de la tourner ici, justement. » Et ça a rencontré en fait une conviction qu'on avait déjà. Donc on a effectivement fait une demande auprès des autorités algériennes en décidant, en choisissant de communiquer le scénario tel qu'il était, sans rien en couper. Et, pas de problème politique, alors des problèmes sur place éventuellement Ah non, on ne nous a pas dit ça c'est pas possible, ça il n'en est pas question. On nous a dit très bien qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, etc. Voilà, seuls éventuellement les comédiens auxquels vous avez pu avoir recours sur place, parfois il y a eu des petites réticences. Je note simplement, ces petites réticences sur les... J'ai oublié le terme, excusez-moi. Le fait de jouer des harkis, par exemple. Oui, voilà. Oui. Mais c'était on n'appelle pas ça des comédiens, mais c'était de la figuration. Voilà. Des non-comédiens. Les figurants. J'ai réussi. Ou bien ce sont des gens qui jouent des personnages, mais ce ne sont pas des comédiens de métier. Voilà, des figurants. Ça s'appelle comme ça, c'est sûr. Je note que dans le journal Le Monde, et il se trouve que c'est très beau, vous dites que le tournage a soulevé des éruptions de mémoire. La guerre d'Algérie, c'était en 1960. Vous êtes né en 1958, oui. Mais votre histoire veut que vous soyez né à Oujda. Oujda, c'est au Maroc, à quelques kilomètres de la frontière algérienne, oui. Et que vous avez aussi des souvenirs d'enfance de gens qui se faisaient soigner de part et d'autre de la frontière. Liés à ces événements, oui. Voilà. Allez voir ce film, La Trahison, film de Philippe Faucon. Grain de sable, bien sûr, avec Isabelle Janier, Blandine Le Calais, une pièce montée, et puis tout le travail de Marcel Gaucher, la démocratie, la condition historique et la condition politique, qui est le livre dont nous avons parlé aujourd'hui, en tout cas, qui est dans l'actualité de la réédition. Pour terminer cette émission, je voulais encore vous signaler que la ferme du Buisson, lieu de spectacle, se consacre à l'Islande le samedi 28 juin à 20h45 avec les Lady and Bird, Keren, Anne et Bardi et Johansson, et à 22h30 avec Hotz Potts, Nuit Curieuse, spécial Islande, c'est le 28 février, pardon, j'ai dit janvier, c'est le 28 février. Les spectacles, je voulais aussi vous signaler, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est près de Montreuil-sur-Mer, vous trouverez toutes les références sur le site internet. Jardinage humain, c'est un texte de Rodrigo Garcia, qui est joué par la compagnie Interlude de théâtre Oratorio du 25 au 28 janvier 2006, Montreuil-sur-Mer. Toutes les informations sur le site internet de l'émission. Je vous rappelle, je vous annonce d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit dans l'émission de la semaine dernière, que depuis janvier, l'émission est rediffusée à minuit sur France 4 le dimanche soir. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Il y avait en France, au 1er janvier de cette année, 58 344 détenus dans les prisons pour seulement 51 252 places. On va se quitter en musique. Les 13e victoires de la musique classique auront lieu très prochainement. À cette occasion, je vous propose d'écouter la violoncelliste Ophélie Gaillard. Elle est passionnée par la musique. Elle
fait du baroque, du classique, même de la musique contemporaine. Nous la retrouvons dans un extrait de son dernier album, Ambroisie. C'est le prélude de la suite de Bach numéro 1 BWV 1006. Musique, à la semaine prochaine. المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف